Bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur New One Info 1 pour le décryptage du jour. Aux États-Unis, les républicains ont lancé une enquête en destitution de Joe Biden, le président actuel, sur les affaires en lien avec son fils. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir Charlotte. C'est un retour à charge, ce rebondissement dans cette affaire qui concerne directement le fils du président actuel des États-Unis? Oui, il faut dire que c'est une affaire dont on a entendu parler même pendant la période de la campagne électorale, puisque ce n'est pas à Biden lui-même qu'on s'en prend, mais on s'en prend à lui indirectement par son fils. Bon, c'est quelque chose d'intéressant quand même au niveau des États-Unis. On ne veut pas que le président soit exemplaire, mais on veut que la famille également du président soit exemplaire. Quand quelqu'un est candidat, on essaye de te trouver des problèmes. À défaut d'en trouver chez toi, on en cherche au niveau de ta famille pour montrer que tu n'es même pas capable de tenir correctement ta famille, à plus forte raison vouloir tenir un État. Moi, j'aime bien. Avec l'ex-président Barack Obama, qui a aussi, pendant tous ses mandats, mis aussi sur le devant de la scène toute sa famille. Mais tout à fait, je trouve que ça fait partie, s'il faut prendre des exemples à prendre. Un président doit être un exemple. L'exemplarité du président doit également toucher à sa famille. C'est vrai qu'ici, les républicains sont dans un jeu de politiciens en même temps. Ils ne le font pas dans le principe que moi je viens d'évoquer, mais ils sont dans un jeu de politiciens parce que vous avez ceux parmi eux qui sont trumpistes à 100%. Vous en avez parmi eux également qui commencent un peu à se détacher d'un Trump qui devient un peu encombrant. Ce sont ceux-là qui sont trumpistes à 100%, qui ont poussé McCarthy, qui est leur leader au niveau du Congrès, à enclencher cette procédure. D'ailleurs, même ils avaient dit que si on n'enclenche pas la procédure, ils sont prêts à refuser de voter le budget pour remettre les États-Unis dans cette situation délicate qu'on voit de temps en temps où on dit, attendez, si vous ne votez pas dans 2 semaines, on sera en cessation de paiement, cela va créer des problèmes. Mais qu'est-ce qu'on reproche alors concrètement au père Biden? C'est pourquoi j'ai dit c'est indirectement. Ce qu'on reproche à Biden, ils disent 2 choses. La première chose, ils disent que son fils a bénéficié de marchés en Ukraine, en Chine, pendant que lui, il était le vice-président de Barack Obama, bien sûr sur une période qui était assez longue de 2009 à 2017. Donc, indirectement, financièrement, il en aurait bénéficié, oui, pendant qu'il était homme d'affaires. L'autre élément qu'on lui reproche, on dit qu'il a menti à propos de son fils, alors qu'aux États-Unis, le président n'a pas le droit de mentir. C'est pourquoi je dis que c'est intéressant cette façon d'être exigeant par rapport à un président de la République. Donc ici, c'est de l'argent qu'il reçoit indirectement. Ici, c'est comme s'il a menti pour couvrir son enfant. Il n'a pas dit la vérité aux Américains. Ça fait qu'il va devoir falloir prouver cela, ce qui n'avait pas été fait au départ pendant la campagne électorale. Il y a eu également une tentative précédente qui n'avait pas donné véritablement de résultats. D'ailleurs, McCarthy lui-même reconnaît qu'il n'y a pas encore de preuves certaines entre leurs mains, mais il dit que la commission qui va être mise en place, c'est elle qui va être chargée de trouver ces preuves-là. Ce qui veut dire que, bon, on n'est pas loin d'être dans un jeu de politiciens parce que leur candidat, c'est Trump. Et Trump est en train de remporter tous les championnats aux États-Unis. Un ancien président qui a 4 inculpations en moins de 6 mois, oui. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de vouloir également traîner Biden au niveau de la justice pour qu'on laisse un peu se reposer leur candidat, que Biden également aille répondre devant la justice, mais ce n'est pas gagné d'avance. Justement, l'enquête a-t-elle des chances d'aboutir alors que les démocrates sont dominants au Sénat? Ça va être compliqué parce qu'il y a 2 éléments dedans. Il y a le fait qu'au niveau du Sénat, c'est là-bas que la décision véritable sera prise. Oui. Et il faut les 2 tiers des sénateurs pour cela. Justement, quelle décision? La décision d'enclencher une poursuite carrément d'enclencher la poursuite, tout comme la décision du président, c'est là-bas que tout va se jouer. Avec Trump, c'était ça. À 2 reprises, ça n'a pas marché parce que les démocrates à l'époque n'avaient pas été capables d'avoir les 2 tiers. Ici, ça va être extrêmement difficile parce que la situation actuelle, c'est du 50% à 50%, plus Pelosi qui ajoute sa voix et qui accorde la majorité aux démocrates. Je me demande comment
les Trumpistes vont pouvoir avoir les 2 tiers. C'est pourquoi j'ai dit, bon, certainement c'est une entreprise plutôt politique parce que Trump est candidat de façon très claire. Biden a annoncé son intention d'être candidat, mais il y a de quoi les gratigner pour qu'ils ne fassent pas ombrage à leur candidat Trump. Et de l'autre côté, par rapport au fils Biden, y a-t-il une quelconque enquête le visant? Oui, il y a eu déjà des enquêtes, parce qu'aux États-Unis, les questions d'argent qui viennent de l'extérieur du pays, qui se mêlent à des questions nationales, pour eux, c'est des choses extrêmement graves. C'est pourquoi j'ai dit, jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'éléments probants. S'il y en avait, bien sûr, les républicains n'allaient pas hésiter à s'en servir pour créer des problèmes d'abord à Hunter lui-même, ensuite à son père, puisque c'est le père qui est visé, ce n'est pas le fils qui en réalité est visé. Il est utilisé pour pouvoir atteindre le président tout simplement. Donc s'il y avait quelque chose de sérieux, avec la façon dont on peut parler véritablement d'indépendance au niveau de la justice américaine, même sans les républicains, la justice américaine allait faire son travail. D'ailleurs, Hunter est poursuivi pour des faits qui sont quand même mineurs, détention d'armes à feu sans autorisation, etc. Bon, ça ne peut pas être un élément qui va permettre d'aller vers une procédure pour empêcher à Biden de continuer sa présidence. Donald Trump, dont les noms, en tout cas parmi les nombreuses affaires qu'il accable, il a été récemment libéré sous caution, mais est-ce que c'est fini pour lui avec la justice américaine? Ah non, c'est le contraire, ça n'a pas encore commencé. C'est ça qui va être compliqué pour lui. Ça n'a pas encore commencé. C'est vrai que là, il a été libéré sous caution parce que c'était un peu le cas le plus grave. Je disais comment les Américains tiennent à leur système. L'accusation est extrêmement grave parce que c'est comme s'il a voulu fausser, modifier, tricher, manipuler les résultats des élections. Bon, pour nous autres, dans nos pays, c'est ce que l'on vit presque tout le temps. Mais vous voyez là-bas, mais c'est tout à fait normal. Quand on élit le président de la République, c'est là où il ne doit pas y avoir de faute. S'il faut faire de la faute pour élire le président de la République, il faut savoir qu'il n'y a aucun autre espace dans le pays où il n'y a pas de faute. Parce que ici, c'est le suffrage des citoyens. C'est le respect du vote des gens. Quel est le sens d'un vote? Quand chacun se lève pour aller mettre son bulletin dans les urnes et qu'il y a quelqu'un ou d'autre quelque part qui décide de comment on va sortir les résultats du vote. Donc c'est une accusation qui est extrêmement grave et ça fait partie de ce qui risque de lui créer le plus de problèmes. Mais il y a l'autre accusation également par rapport au Capitole qui est grave. Vous avez vu les 2 premiers qui ont été condamnés, mais la condamnation est extrêmement forte. Si on le reconnaît comme l'instigateur de la chose, rien que pour ces 2 causes, il a véritablement de sérieux problèmes devant lui. Mais pour lui, le procès n'a pas encore commencé. Il a décidé de plaider non coupable, mais il va falloir qu'on sache maintenant qu'est-ce que le tribunal va dire par rapport à sa culpabilité ou pas. Quelles sont vos analyses de ce premier mandat du président Joe Biden qui déjà a annoncé son intention d'être à nouveau candidat? Biden, malheureusement, c'est comme si c'est Trump qui avait raison. Si vous vous rappelez, pendant la campagne, il l'avait appelé l'endormi. Et il se moquait de lui. À la limite, ça dépassait la campagne. C'est vrai que Trump est un peu méchant. Il utilise des mots que je ne vais pas répéter ici. C'est vraiment pas sérieux du tout de sa part. Mais sur ce côté endormi, Trump a quelque part raison. Quand vous regardez les premiers moments du mandat de Biden, Trump a remplacé qui? Regardez comment le mandat était. Regardez comment le mandat de Trump était. Regardez comment le mandat de Biden était. C'est vraiment très calme, pour ne pas dire comme Trump, il est endormi. L'autre élément, tout le monde le savait, Biden fait des bourdes, c'était du connu, il en a fait. Bon, il y a son âge, son état de santé qui a amené les gens à se poser des questions. Il a fait une fracture, il est tombé la dernière fois. Tout récemment à Hanoï, lors d'une conférence de presse en direct, à un certain moment, on s'est demandé est-ce que le président ne s'était pas trompé d'espace à un certain moment parce que ce qu'il disait n'avait plus rien à voir avec ce qu'on était en train de dire, de sorte que celle qui organisait la conférence de presse a été obligée d'interrompre la conférence de presse. Mais ça pose un problème. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le président qui est l'homme qui détient tout. Il y a un système qui tient les rênes véritablement du pouvoir.
ça fait que même ces petites gaffes du président, ça n'empêche pas au pays de pouvoir fonctionner normalement. Et il a quelques résultats sur le plan économique. Il a des difficultés également par rapport au pétrole, par exemple. Sur le plan international également, le rapprochement entre l'Arabie Saoudite, la Russie d'abord, ensuite l'Arabie Saoudite avec les BRICS, alors qu'il avait tout fait par rapport à l'Arabie Saoudite pour qu'on augmente la production du pétrole pour baisser les prix. L'Arabie Saoudite et la Russie viennent encore de décider de ne pas augmenter mais de baisser, et nous sentons les conséquences avec les prix sur le marché mondial, etc. Donc, il est en train de faire quelque chose, mais il rencontre quand même des difficultés par rapport à ce mandat. Et que dire des relations entre les États-Unis et les pays africains, surtout les pays ayant connu récemment des coups d'État? On a une attitude des Américains qui, à mon avis, est hypocrite. Quand je dis hypocrite, en Égypte, le président Al-Sisi actuel a fait un coup d'État meurtrier. À Rabat al-Adawiya, il y avait au moins 1000 morts, et c'était des populations civiles. Les Américains ont refusé de lui donner le qualificatif de coup d'État. Parce que avec leur système, quand tu donnes le qualificatif de coup d'État, on ne te demande pas ton avis. Le système dit voilà ce qu'il faut faire. Il y a des sanctions, il y a des restrictions par rapport à un certain nombre d'avantages, etc. Les Américains sont en train de refaire la même chose avec le Niger. Pourtant, avec le Mali, ils ont condamné, ils ont parlé de coup d'État. Avec la Guinée, ils ont fait la même chose. Avec le Niger, ils ne prononcent pas le nom coup d'État. On ne les a pas vus prononcer le mot coup d'État jusqu'à présent. Et c'est là où nous, on doit faire attention par rapport à ce jeu de ces puissances étrangères, comme on les appelle, qui, en fait, quand elles se prononcent sur des situations dans nos pays, se prononcent en fonction de leurs propres intérêts, pas en fonction de nos intérêts. Mais raison pour laquelle il faudrait qu'on fasse attention, si nous devons nous prononcer par rapport à ces situations à l'intérieur du continent africain, il faudrait qu'on le fasse sur la base de notre propre analyse, mais pas sur la base de ce que les autres disent, pas sur la base de ce que les autres pensent, parce que les autres disent et pensent exclusivement sur la base de leurs intérêts. Vous avez vu, malgré un rapprochement Macron-Biden après quelques bruits, mais vous voyez au niveau du Niger, les deux prennent des chemins qui sont complètement opposés, non pas pour des raisons politiques ou quoi que ce soit, mais parce que chacun est en train de vouloir défendre simplement ses intérêts. Et justement, sur la question d'intérêt, la France a dit ouvertement, nous avons des intérêts à protéger, mais les États-Unis ont quel intérêt au Niger, par exemple? Quand vous regardez le système américain, c'est des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle le prépositionnement. Ils essayent, sur le plan militaire, puisqu'ils veulent être la première puissance militaire du monde, ils essayent d'avoir des bases sur un certain nombre de points extrêmement intéressants d'un point de vue positionnement géographique. Mais cette zone du Sahel également, toute la bagarre qu'il y a là-bas, ce n'est pas seulement pour une question de géographie, ce n'est pas le Sahel, ce n'est pas le désert qu'on nous a appris que le Sahel est, mais c'est ce que recèle également la zone en termes de richesse par rapport à son sous-sol. Et les Américains en veulent, puisque eux, vous voyez comment ils fonctionnent, ils ont du pétrole chez eux, ils le déposent là-bas, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain, et ils vont aller chercher du pétrole ailleurs, alors qu'ils auraient pu exploiter ce qui existe chez eux comme pétrole. Sans compter que vous avez actuellement les Russes qui s'installent de plus en plus en Afrique. Bon, les Russes sont leurs adversaires sur le plan géopolitique, sur le plan économique, sur le plan diplomatique. Il y a également ce travail qui est fait pour que les Russes puissent avoir le moins de place au niveau de cet espace africain qui n'intéresse pas seulement les Américains, mais qui intéresse les Russes. Vous avez leur autre adversaire économique, la Chine, qui prend de plus en plus de la place également sur le terrain africains. Donc les Américains ne sont également pas là par hasard, ils ne sont pas venus par gentillesse, même s'ils ne l'expriment pas de façon aussi claire que les Français, ils ne sont là que pour leurs intérêts, et leur position sur un certain nombre de coups d'État qui se sont produits jusqu'au coup d'État du Niger le montre très clairement. Et si sous l'ère Joe Biden, on a également vu des États-Unis présents sur le dossier ukrainien également. Oui, sur le dossier ukrainien, c'est pourquoi j'ai dit qu'ils sont en conflit avec la Russie. Ça date d'avant le conflit ukrainien. Le conflit ukrainien est venu tout simplement confirmer le fait que les Américains avaient tout fait pour créer, ils appellent ça endiguement. Ils ont une politique qu'ils appellent endiguement, essayer d'isoler la Russie économiquement, diplomatiquement, politiquement, etc. parce qu'ils ne sont pas prêts à aller attaquer la Russie.
C'est très clair. Donc, il fallait trouver un moyen de créer des problèmes à la Russie, puisqu'ils veulent être les seuls sur le plan mondial en termes de puissance économique, en termes de puissance militaire. Donc, ils ne veulent pas être concurrencés ni par les Chinois, ni par les Russes qui sont en train de vouloir, eux également, s'affirmer au niveau de ces domaines-là. Mais à défaut d'attaquer la Russie, on est passé par l'Ukraine pour affaiblir la Russie, puisque les autres instruments qui ont été utilisés n'ont pas donné les résultats voulus. Pour le moment, la guerre, malheureusement, ne donne pas encore ces résultats, malgré tout ce que cela a comme conséquence, pas seulement pour l'Ukraine, mais pour la terre entière. La Maison-Blanche a, en tout cas, immédiatement dénoncé l'enquête annoncée par les Républicains et accusant les Républicains de recourir à la pire des manœuvres politiciennes extrêmes. C'en est une d'après vous? Bon, il est clair qu'il y a un jeu de politiciens qui se comprend, hein, puisque quand il a fallu poursuivre Trump également, les démocrates avaient fait exactement ce que les républicains sont en train de faire actuellement. Maintenant, la Maison-Blanche a raison de ne pas s'inquiéter pour le moment, parce que quand on regarde l'histoire des États-Unis, il n'y a pas un président qu'on a poursuivi pour une destitution et qui a été destitué. Parce que Nixon est un cas à part, on ne l'a pas destitué, il a démissionné. C'est lui-même qui a pris l'initiative de démissionner. Il y a eu le cas également d'Andrew Johnson en 1868, ça n'a pas abouti à une destitution. Il y a eu le cas de Bill Clinton en 1988, ça n'a pas abouti, en 1998 plutôt, ça n'a pas abouti à une destitution. Il y a eu Trump qui était plus proche encore de la destitution à 2 reprises, en 2019, en 2021, ça n'a pas abouti à une destitution. Bon, ça se comprend que la Maison-Blanche ne soit pas pour le moment très inquiet, d'autant que ceux qui veulent poursuivre reconnaissent qu'ils n'ont pas encore tous les éléments de preuve par rapport à leur accusation. Et pour utiliser les termes américains, ils parlent souvent de procédure d'impeachment. Oui. C'est bien cela. Oui, c'est une façon d'empêcher le président de continuer avec son mandat, puisqu'on considère qu'il a commis une faute. Ça peut être la corruption, de la haute trahison, etc. Parce qu'il y a des éléments qui font que quand le président le fait, on peut juger le président. S'il est déclaré coupable, on l'empêche de continuer son mandat. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause et la suite de New Soir. C'est tout de suite sur New Info.